Salut tout le monde, bienvenue à cet angle mort du 7 octobre. Mon nom est Marc Boilard. Je fais ça formel aujourd'hui. La musique, tout en way, let's go. Donc, fidèle à ma nouvelle formule pour cette semaine, mais je pense qu'il va continuer parce qu'on m'a souligné que c'était apprécié. Je rentre dans le cœur du sujet pour les 5 premières minutes et après, j'élabore et puis je vais ailleurs si nécessaire. Alors, en faisant mes recherches pour vous jaser ce matin et aussi pour parler avec Sylvain au FM 93 cet après-midi, sujets qui, des fois, sont pas les mêmes. Hein? C'est pas le même mandat, ça fait que des fois, le sujet est le même, des fois, le sujet est pas le même. Mon sujet d'angle mort, ce sera pas le sujet aujourd'hui là, de ce que je vous parle, ce sera pas le sujet cet après-midi. Je l'ai même pas encore trouvé. J'ai fait comme, OK, j'ai lu beaucoup, là, puis j'ai fait une pause, j'ai fait, OK, là, je vais aller jaser à mon monde. C'est la phrase suivante, « Mon seul tort est de n'avoir pas menti ». Alors, voici l'histoire. Si les références puis les noms que je vous parle, vous les connaissez pas, c'est absolument pas important. Il y a un philosophe vedette en France qui s'appelle Raphaël Enthoven. Quand je dis vedette, c'est qu'il fait plein d'émissions de télé, etc. J'ai lu un de ses livres. Il est très articulé, brillant. C'est un prof de philo. Il décortique les affaires, etc. J'aime beaucoup comment il fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, les deux que je vous propose de lire ou d'aller vous informer, c'est Michel Onfray, O-N-F-R-A-Y, et Raphaël Enthoven, donc comme Beethoven. Raphaël Enthoven, E-N-T-H, et blabla. Et puis là, il vient de sortir un roman, mais dans le fond, c'est très autobiographique. Ça fait que, dans le fond, il parle de sa mère, il parle de son père, puis il règle un peu ses comptes. Et là, il a fait une entrevue avec Marie-Louise Arsenault, qui travaille à Radio-Canada et qui anime depuis des lunes l'émission « Plus on est de fou, plus on lit », donc qui est une émission d'après-midi, le genre de 1 à 3 ou je ne sais quoi. Puis moi, bien évidemment, je le suis sur Twitter, puis là, je vois que, il a fait une entrevue avec elle, l'émission que j'ai jamais écoutée, là. Puis elle, je la connais, mais j'ai jamais écouté l'émission en question. Puis là, je vois que le problème, parce que pour avoir vu d'autres commentaires qu'Enthoven a fait, etc., le problème, c'est qu'on lui reproche de laver son linge sale en public. C'est-à-dire que lui, il dit, j'ai écrit un roman où est-ce que vous saurez pas la part de vrai puis la part de fiction. C'est exactement son droit, c'est un auteur. Et puis, les gens ramènent souvent au fait que, mon Dieu, t'es pas fin avec ta mère, hein, puis t'es pas fin avec ton ex, puis t'es pas fin, puis c'est tout le temps ça. Puis lui, à chaque fois, il dit, on peut-tu parler du roman? Est-ce que vous êtes obligé de me ramener au côté éco-vedette de ça? Et Marie-Louise Arsenault, elle, ne fait que ça dans son entrevue. C'est-à-dire que c'est toujours, oui, on sait bien que Faustine, on sait que c'est Justine, etc. Puis ça dure une demi-heure au total, divisé en deux, parce qu'il y a un problème technique à un moment donné. Puis je l'ai tout écouté. Puis c'est tout le temps ça. Puis évidemment, à un moment donné, sans surprise, là, écoute, vous dites à un moment donné à propos de tel personnage qu'elle a les fesses faites de même, etc. Vous dites un grand féministe, vous trouvez pas que c'est objectifié, etc. Puis là, il répond des affaires vraiment excellentes. Parce qu'on l'a vu venir, là, évidemment, c'est que ce qui fait que les gens sont tombés sur Raphaël Enthoven, sur le côté véridique de son roman, c'est évidemment parce que ça irrite les lecteurs et principalement probablement des lectrices. N'ayant pas lu le livre, je peux pas aller jusque-là. Mais je suis pas surpris que l'animatrice fasse en sorte. Et il répond de très belle façon parce qu'il sort la phrase qui est le titre du podcast. « Mon seul tort est de n'avoir pas menti. » Parce qu'il dit, c'est drôle, il dit à partir du moment où on dit « j'ai été battu, j'ai été... » Ça, c'est comme « ah, ben voilà, à quelque part... vous êtes une pauvre victime. Dans le fond, vous éclatez. » Puis on en a vu plein, là, des romans. La fille qui a fait en sorte que Gabriel Maznev, qui était un pédophile avoué dans ses romans à l'époque, a enfin reçu ce qu'il mérite, c'est-à-dire d'être vu comme un pédophile et non pas un grand romancier. Ben, c'est parfait. Tout le monde disait « ah, c'est beau, elle se libère, etc. » Par contre, quand lui le fait, et là, il faut se demander, parce que lui soulève la question, c'est-tu parce que je suis un gars? Il dit, c'est drôle quand des filles disent j'ai été victime de blablabla, mon Dieu, la parole se libère. Mais là, quand c'est un gars qui dit, j'ai subi ça, moi, dans mon enfance, puis j'ai décidé non pas de faire une biographie, mais de faire un roman qui, bien entendu, s'inspire fortement. Là, tout le monde fait juste... Alors, je trouve ça génial, sa réponse, parce que
ce qu'il dit à l'animatrice, à un moment donné, c'est « Mon seul tort, c'est de n'avoir pas menti. » C'est à quoi la réponse, c'est vrai. Ça fait que c'est comme, tu fais incroyable, un autre exemple de une phrase que je répète tout le temps, que ça va peut-être être sur mon épitaphe à ma mort. Je verrai si je le mets dans mon testament. Mais c'est la phrase « Il n'y a pas de marché pour la vérité ». Pour tous ceux qui pensent que s'intéresser à la vérité et la communiquer tout le temps de façon limpide, c'est la façon d'aller, oubliez ça, là. Il n'y a pas de marché pour la vérité. T'es obligé d'enrober tout. Puis je dis pas que c'est grave. J'en ai fait une expertise. C'est pas pour rien que je dis bien des affaires, je me prononce sur bien des affaires, puis que vous voyez jamais le feu pogner. Ça va arriver à un moment donné. À un moment donné, il y a du monde qui vont me tomber dessus, puis qui vont dire c'est épouvantable, telle affaire, puis c'est correct, tu sais. Mais il reste que, règle générale, à Québec, entre autres, un an de temps avec Éric Duhem, à m'opposer à Éric souvent, personne ou presque jamais dit « Hey, c'était terrible, puis telle affaire, puis il a dit ça et tout », alors qu'on était vraiment dans des sujets chauds, là. Bien, il y a une façon d'amener les sujets, il y a une façon d'aborder, il y a une façon de, comme Enthoven le dit lui-même, de voir les gens non pas comme des ennemis, mais des adversaires. Pas les gens, mais tu sais, quand t'es pas d'accord sur un point. Ça fait qu'il n'y a pas de marché pour la vérité, ça, moi, je vous le dis, là. Oubliez ça, là, c'est pas vrai. Puis à partir du moment où tu le sais, mais tu fais juste bien vivre avec ça, puis tu te communiques d'une autre façon, puis voilà. Mais je trouve que sa réponse, elle est excellente. Ceci étant dit, à la décharge de Marie-Louise Arsenault, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est-à-dire que tu sens pendant l'entrevue qu'Enthoven veut tout le temps sortir de ce qu'elle ramène, c'est-à-dire le côté « on sait que vous parlez de votre mère, on sait que vous parlez de votre ex ». Puis elle est tout le temps là-dedans. Puis on peut lui reprocher ou pas. Moi, je reproche pas. Pourquoi? Parce que à qui appartient le contenu? À qui appartient le contenu? Est-ce que, une fois que ton livre est publié, le contenu, il appartient à l'auteur, puis je vais vous obliger à voir les choses comme moi je les ai écrites, ou il appartient au lecteur qui fait « ben moi, je suis désolé, c'est ça que j'ai lu. » Et ça, je trouve ça intéressant en tabarouette. Vraiment. Quand moi, j'étais à Testostérone, je faisais un contenu qui était délibérément provoquant, extrêmement irritant. Je savais que j'allais... c'était tout sauf dans le féminisme bien pensant. Alors que pourtant, encore une fois, on m'a fait tous les reproches. Jamais on m'a dit que j'avais tort. Jamais quelqu'un m'a dit « Hey, ton espèce de sketch là, où tu essaies d'illustrer, libérer le prisonnier, que le gars s'est fait une blonde, puis finalement, elle s'est mêlée du projet de maison qu'il est en train de construire, puis à la fin, il regarde sa maison, puis il fait « C'est pas en tout que je voulais, puis c'est tout moi qui paye pour. » C'est des vraies histoires que des gars m'ont racontées. Mais c'était comme « Ah, moi ça, j'aime pas ça, puis telle affaire. » Le point, c'est qu'à partir du moment où je l'ai dit, puis moi, ça me fâchait parce que je voulais tout le temps que les gens ramènent juste à la question « C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? » C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas ça de la communication. C'est pas... Les gens vont pas s'arrêter à c'est-tu vrai ou pas. Tu peux le souligner, tu peux vouloir, tu peux le dire. Tu peux répondre aux objections en disant « Ben, est-ce que j'ai tort? Dites-moi si j'ai tort. Moi, c'est ça qui m'intéresse. » Mais tu peux plus... Une fois que c'est pitché, les gens le récupèrent puis ils le mettent dans leur collimateur à eux autres. C'est la vie. Ça fait qu'à quelque part, c'est assez paradoxal parce que Marie-Louise Arsenault a entièrement le droit, comme lectrice et comme animatrice, de dire « Ben moi, votre roman, je suis désolé, c'est ça que j'ai vu. Puis c'est là-dessus que je veux vous amener puis je veux réagir. » Mais lui aussi, il a le droit de dire « Pouvez-vous prendre le roman et non pas le côté éco-vedette? Lâchez-moi avec le fond, puis ci, puis les revendications, puis vous êtes pas fin. Puis parlez-moi de comment, c'est quoi ma démarche, comment j'ai écrit ça, pourquoi le personnage dit ça, telle affaire. » Comme vous feriez avec n'importe qui écrit un pur roman de fiction. Ça fait que c'est extrêmement intéressant parce que ça touche à nos vies en général. Qui que vous soyez, dans vos vies, il y a ce que vous dites, puis il y a ce que les gens perçoivent. Moi, dans Soyez compris, j'ai commencé par une espèce de petit paragraphe qui est très classique dans le monde des coms, qui dit, là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais qui dit il y a ce que je pense, il y a ce que je dis, il y a ce que vous entendez, il y a ce que vous comprenez, puis il y a ce que vous allez conclure. Tu sais, pour faire une histoire vite, c'est ça à chaque fois. N'importe quoi qui est au-delà de « salut, ça va », puis l'autre qui répond « oui, ça va, ok, ciao, bye », aussitôt vous entamez une quelconque conversation, tout ce que je viens de vous dire, ça rentre en fonction. C'est malade, hein? C'est vraiment hallucinant. Ça fait que voilà. Donc moi, mon point, c'est de un, il n'y a pas de marché pour la vérité. Ça fait que faites-vous à l'idée, c'est le même. Essayez pas de gagner des points en étant juste vrai. Parce que, encore une fois, ça, c'est pas une phrase de moi, mais on peut pas avoir raison tout seul.
Donc, si votre grand combat, c'est toujours « voici la vérité », puis si vous ne comprenez pas, vous êtes des caves, ben vous allez trouver bien du monde cave. Alors que vous pourriez peut-être faire adhérer des gens à votre projet ou à votre idée. Mais ça n'arrivera pas juste en disant « moi, je cherche la vérité, je l'émets. Quand j'en suis convaincu, je le dis. Si t'es pas d'accord, va chier. » Ça, cette équation-là, je peux vous dire, elle a des chances de succès plutôt médiocres. Mais en tout cas, bref, moi, ça m'a vraiment interpellé parce que, écoute, je l'ai vécu. Quand j'ai sorti mon premier livre, Le Code Boilard du vrai gars, j'ai fait une ronde d'entrevues, c'était fascinant. Moi, j'adore ça, être interviewé. Je trouve ça génial parce que quand tu es interviewé, les gens qui sont pas contents le disent, puis ça te permet d'aller éclaircir des affaires que tu sais pas que les gens pensent. Quand tu es en entrevue à radio puis que quelqu'un s'oppose à ton point, ben il y en a, ceux qui sont d'accord avec toi, ils font comme « Ah, c'est bien tannant, ça. » Mais ceux qui sont pas d'accord avec toi, mais tu te permets, cette action-là de s'opposer à ton propos, ça permet de pouvoir répondre à du monde que tu n'es pas au courant qui s'objecte. Moi, je ne sais pas ce que les gens pensent dans le char quand ils m'écoutent à la radio. Ben, quand quelqu'un dit « Non, je ne suis pas d'accord avec ça », ben moi, je réponds. Mais quand je réponds à quelque chose que la personne dans son char, peut-être, elle disait aussi « Je ne suis pas d'accord ». Mais je ne suis pas au courant, ça fait que je ne peux pas y répondre, comprenez-vous? L'opposition, c'est génial. L'opposition qui est dans le sens du monde, là, pas un débat débile comme on a vu aux États-Unis, là. Mais quand tu as une opposition, c'est-à-dire une vraie conversation dans laquelle... Puis ça arrive avec Sylvain, c'est super. Avec l'équipe, là, il y a plein d'affaires où tout à coup on fait « Ah, moi, ce bout-là, je suis pas d'accord. » Ou hier, là, tu sais, je parlais de... J'ai un peu testé un projet de livre, je vous l'ai dit, puis honnêtement, la réponse est super bonne avec mon WIMPI. Ma chronique d'hier, elle a eu vraiment... elle a retenti, je l'ai bien senti pendant les commentaires, où est-ce que je disais, à un moment donné, là, dans la vie en général, là, on peut être tout le temps en combat pour dire « Oui, moi, mes principes, la patente », puis on peut aussi répondre « Ouais, puis ». Je répondais à quelqu'un qui disait « Ah, c'est ça, si tu te fais vacciner, tu vas te faire tracer, là. » Puis j'avais le goût de faire « Ouais, puis ». Ouais, puis il y a quelqu'un qui va savoir que je suis allé au dépanneur. Ouais, puis. Ah, ouais, il sait que j'ai acheté des chips. Ouais, puis. Tu sais, à un moment donné, ouais, puis, là, c'est plus fort qu'on pense. Puis je trouve que j'en aurais long à dire là-dessus, moi, puis j'ai le goût d'écrire ça. Ben, j'ai même fait un plan hier. J'ai fait un plan de livre, j'ai mis sur ma page Facebook. Puis j'ai fait semblant que j'avais lu ça. J'ai dit, hey, regardez, j'ai vu un livre, je vous dis pas c'est quoi le titre. Puis j'ai écrit le truc pour aller voir les commentaires. Mais Facebook, on sait plus si c'est valable parce qu'ils décident que tout à coup, ça rejoint 122 personnes, quand dans la vraie vie, il y en a 12 000 qui te suivent. Moi, j'ai 6 000 quelques personnes qui ont liké, puis j'ai des abonnés pour le même chiffre à peu près. Fait qu'il y a comme 12 000 personnes quand j'en rejoins 322, tu sais. Alors, s'ils me gazent, puis pas question que je leur mets une scène. J'ai essayé de faire un petit peu de pub. Tout à coup, oui, il y a plus de monde qui te voit, mais c'est quoi le résultat? Rien. En tout cas, franchement, il faut se libérer de Facebook quand on veut passer des messages. Ça fait dur. Ça fait que, bref, ça fait qu'un matin, c'est ça. Quand j'ai écouté ces extraits-là, je fais jamais ça, écouter un extrait, mais là, vu que c'était Enthoven, puis vu que c'était une entrevue ici à Radio-Can, et puis, donc, je trouve ça extrêmement intéressant de voir cette dichotomie-là. C'est-à-dire que mes 2 points à matin, c'est que le contenu qu'on émet, il nous appartient plus vraiment. Puis vous savez, hein, que les médias sociaux, en passant, qu'on aime tous, sur lesquels on est, là, quand je dis qu'on aime, là, en tout cas, il faut croire, mais qui sont populaires, ils ont tous été, ceux qui marchent vraiment, là, Twitter, Facebook, tout, ils ont tous été en cours de route, dévoyés de l'intention première des créateurs. Personne ne savait chez Twitter que ça allait devenir très politique, le contenu. Personne. L'idée de Twitter, vous vous en doutez, ils ont vu à quel point le statut Facebook, c'était le cœur de la popularité de la plateforme. Ils ont dit, on va juste faire un statut Facebook. Tu vas juste pouvoir faire un statut that's it. Il n'y a pas de profil, ou ben il y en a, mais on s'en fout. Puis là, tu sais... Mais là, après ça, toute la mécanique change parce que quand c'est populaire, les gens récupèrent, puis là, il y a une espèce de culture qui est au-delà d'eux. C'est un parfait exemple du dilemme d'un auteur qui dit, moi, j'ai écrit un livre, puis vous le recevez pas comme moi je veux. Quand je faisais des entrevues, j'étais allé à Tout le monde en parle en 2007, puis tout le monde m'est tombé dessus, puis moi, j'avais des réponses pour tout le monde, puis j'étais habitué. C'était comme, à chaque fois, c'était de même. C'était pas une surprise. C'était comme, ben oui. Mais en même temps, je trouvais ça tout le temps poche parce que je me disais, pendant que vous vous opposez tout simplement puis vous n'êtes pas content avec Marc Boilard, il y a toute une série de questions dans lesquelles on pourrait continuer à débattre, mais qui seraient tellement plus intéressantes que juste « En tout cas, toi, t'es macho », tu sais. Mais en même temps, il faut avoir le niveau pour. Excusez-moi, là, mais c'est ça pareil. Quand t'es juste bon à t'irriter puis à t'offusquer, c'est bon.
écoute, je veux dire, c'est une méthode de communiquer un désaccord. De là à dire que c'est à niveau puis que c'est intéressant, laissez-moi mettre mes bémols, tu sais. Ça fait que, écoutez, nul besoin d'aller écouter l'extrait en question. Là, je pense que je vous ai résumé ce qu'il y en est. Puis encore une fois, l'animatrice fait un travail tout à fait légitime. Elle est bonne, elle, je trouve, elle est articulée puis tout. C'est juste que là, je voyais que ça venait la chercher, elle. Puis je m'en doutais un peu quand j'avais vu le tweet. J'ai fait, bon, get ben. Puis comme de raison, il est tombé sur « Ah, mais là, ça, c'est pas très gentil envers les femmes, comme vous avez dit, c'était l'affaire. » Et là, il a sorti la phrase que j'ai trouvée fascinante. Le seul reproche qu'on peut me faire, le seul tort que j'ai, c'est d'avoir menti. C'est comme, d'un côté, vive la franchise, la transparence, c'est fantastique, sauf qu'il ne faudrait pas qu'elle vienne me chercher. Et je vais vous quitter là-dessus. Rappelez-vous, quand, en 2015, il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, il y a un hashtag qui a fait le tour du monde, qui est encore populaire à l'occasion, « Je suis Charlie ». Puis moi, je me souviens très bien d'avoir dit rapidement après ça, c'est pas vrai que c'est ça. Vous allez voir, dans même pas 2 semaines, il va y avoir quelque chose qui va démentir ça. Parce que la vraie phrase, c'est « Je suis Charlie » quand ça m'adonne. Quand c'est rire des musulmans, puis quand c'est dire « Vous avez pas le droit », puis le Coran, on peut rire de tout, ça me touche pas, je m'en fous. Ah ben là, je suis Charlie. Mais hop là, ça vient chercher mes affaires à moi. On n'a pas le droit, puis là, c'est toujours pareil. Alors, voilà. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir et je vous souhaite une excellente journée. À demain. Bye-bye. Ah, excusez, j'ai dit mon seul tort est d'avoir menti. Mon seul tort est de n'avoir pas menti. Mon seul tort est de n'avoir pas menti. Excusez-moi, une chance, je viens de rajouter cette petite conclusion parce que là, ça faisait comme, tu sais, coudon, il parle puis il déparle. Le titre du podcast, c'est ça. Puis quand je fais la citation, je pense que je me suis trompé en cours de route, là. Mais ça revient à dire ça, c'est que l'auteur Enthoven, ce qu'il dit, je trouve que ça résume tout, c'est que, ah bon, vous trouvez ça très rigolo, mais à quelque part, il aurait fallu que je mentisse sur ce que moi, j'ai vécu. Alors que après ça, vous vous intéressez juste au fait que c'est à quelque part autobiographique. Voilà! Ciao!